Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire sur comment augmenter l'efficacité de votre pitch grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce matin, moi, Anne-Solène Rioux, cofondatrice de Agoralliance, l'incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs, j'ai la chance de pouvoir animer ce beau panel en compagnie de Jean-David Rezaïov, également cofondateur de Agoralliance, et de Mathieu Hall, président et cofondateur de Pitchonaire, donc une start-up créée en 2018 suite aux besoins criants, notamment du besoin en fait de pratiquer son pitch autrement, dû à une longue observation et de la pratique à l'intérieur de l'écosystème. Donc, c'est vraiment né d'un besoin, le développement de cette plateforme-là. Donc, aujourd'hui, effectivement, tout le monde est amené à pitcher, mais ce n'est pas quelque chose de naturel pour tous. Je pense que plusieurs d'entre vous seront d'accord avec nous pour dire que ce n'est pas si simple que ça pour certaines personnes. Donc, effectivement, ça prend beaucoup de pratique, mais aussi des méthodes très précises donc, pour les optimiser. Et c'est ce qu'on va voir donc ce matin. Jean-David, je lui laisse la parole, il va vous présenter les grands principes, notamment pour structurer votre pitch, et on passera ensuite à Mathieu. Et merci Anne-Solène. Bonjour à tous. Alors, il y a beaucoup de visages connus de l'écosystème d'Agoralliance. Ça fait plaisir de se voir, de se revoir. Et puis bienvenue à tous ceux qu'on ne connaît pas encore. Et je suis sûr qu'on trouvera des opportunités d'échanger ou de coopérer. Donc en fait, le sujet du pitch est un sujet passionnant et qui me passionne moi personnellement parce qu'il fait partie intégrante d'un projet entrepreneurial. Souvent, on parle de pitch, mais on peut confondre un pitch à une présentation. Et là, on va voir en quoi le pitch est quelque chose de particulier et aussi d'indispensable. Parce que quand on parle d'un pitch, souvent, on parle d'un pitch pour convaincre un client. Dans certains cas, on va parler d'un pitch pour convaincre un investisseur. Mais en fait, ça ne se résume pas à ça. En fait, quand on recrute, on pitch. Quand on cherche un fournisseur, on pitch. Quand on cherche un partenaire, on pitch. En fait, on se rend compte que pitcher, c'est quelque part interagir, communiquer avec toutes les personnes, toutes les parties prenantes d'un projet entrepreneurial. Donc, c'est d'autant plus important que, en fait, c'est une manière de fédérer autour de son projet, de constituer l'écosystème autour de son projet. Donc, on va à travers cette présentation, moi, je vais vous rappeler en fait les grands principes de la structuration d'un pitch. Et Mathieu, qui est le fondateur de Pitchonaire, qui est une société partenaire d'Agoralliance, va vous montrer comment la technologie va pouvoir compléter ce que je vais vous évoquer, surtout sur une dimension, je dirais, comportementale, et voir comment la technologie apporte vraiment une grande valeur ajoutée dans l'entraînement au pitch. Donc, on va passer à la question, à la slide suivante. Si Anne-Solène, tu veux bien me... Voilà. Donc, le premier principe, c'est que, bien sûr, il y a des gens qui sont très doués, des gens qui intuitivement vont pouvoir pitcher de façon très efficace. Mais en fait, quand on observe ces personnes-là et qu'on les questionne un peu, on se rend compte que même les personnes très douées, elles se sont un petit peu entraînées. Pourquoi? Parce que pour pitcher, il faut une certaine agilité et il faut un minimum de préparation pour que ce soit le plus efficace possible. Donc souvent, quand on accompagne des personnes, des entrepreneurs à construire leur pitch, on leur dit déjà, il y a deux questions essentielles à se poser. La première, c'est à qui je souhaite m'adresser? Quel est mon auditoire? Parce qu'il est bien évident qu'on ne va pas pitcher de la... Jean-David, tu as ton micro coupé tout d'un coup? Voilà, excusez-moi, ça s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous ai abandonné où? Au fait que voilà, il y avait une préparation qui nécessitait de définir son auditoire. Et surtout, c'est qu'est-ce que j'attends de mon auditoire? C'est-à-dire, il faut toujours se dire que quand on pitch, on a un objectif. On veut atteindre un objectif. Et donc, contrairement à une présentation, en fait, le pitch n'a pas vocation à vouloir tout dire, à vouloir tout expliquer. Il n'a pas une vocation à être exhaustif.
et il doit être centré sur, je dirais, ce qu'on appelle en anglais le call to action, c'est-à-dire quel est l'objectif qu'on se fixe quand on veut pitcher vis-à-vis de quelqu'un. L'écran suivant. Solène, si tu veux bien basculer. Donc justement, c'est quoi le pitch, Jean-David? Donc en fait, un pitch, on peut le résumer en se disant que c'est une histoire pour convaincre un interlocuteur dans un temps relativement court. En général, on parle de moins de 3 minutes, mais surtout pour l'inciter à faire quelque chose de précis. Et donc, on voit qu'il y a des gens, par exemple, qui font des vidéos de pitch sur Internet pour vous inciter à télécharger un document, vous inscrire à un webinaire, vous contacter, etc. Donc, en fait, il faut définir un objectif et un seul, et ne pas vouloir solliciter la personne sur une grande multitude d'objectifs. Donc, la notion d'histoire, ensuite, on va y revenir, c'est quelque chose qui est importante. Pourquoi? Parce que pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux neurosciences, on sait que le foyer de la décision dans le cerveau, ce n'est pas le cortex, qui est le cerveau intelligent, qui est doué de vocabulaire, de formules, de raisonnement. Le foyer de la décision, c'est le cerveau limbique, qui est le cerveau de la mémoire et de l'émotion. Donc quand on sait ça, on sait que pour inciter quelqu'un à agir, il faut plutôt solliciter sa partie émotionnelle que sa partie raisonnée, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important que les neurosciences nous ont appris ces dernières années. Donc, il y a donc cette importance de créer de l'émotion dans le pitch, mais dans la forme, donc, qu'est-ce qui est important de prendre en charge? Alors, on le voit ici dans cet écran, c'est que il y a une étude menée par le professeur Albert Mehrabian qui, en fait, décompose quelles sont les dimensions qui sont les plus contributives à l'efficacité d'un pitch. Et c'est un élément, une étude sur laquelle Mathieu pourra vous expliquer, parce que quelque part, c'est un peu le fondement, je dirais, de cette logique d'utiliser la nouvelle technologie pour renforcer son pitch. On voit dans cet écran que le choix des mots ne pèse que 7% sur la capacité à susciter l'attention, à susciter l'intérêt. Alors que le ton et la voix, par exemple, si je parle de façon monotone, ce n'aura pas du tout le même impact que si je fais varier ma voix, si à un moment donné, je ralentis mon propos, que j'accentue, je dirais, le temps sur un mot, et que tout d'un coup, j'accélère pour donner un rythme à mon propos. Donc, on voit qu'à travers la voix, à travers le ton de la voix, on a un impact qui va aller directement questionner dans la dimension comportementale et qui va aller renforcer l'efficacité d'un pitch. Et puis, il y a le langage corporel. Il est bien évident qu'à travers ma gestuelle, je vais pouvoir soutenir un propos, je vais pouvoir imager un petit peu mon propos. Et on voit que ce langage corporel compte pour 55%. Donc, on va parler d'émotions faciales, on va parler de gestes, on va parler de posture. Il est clair que si je suis en me croisant les bras comme ça, les grands spécialistes disent que c'est plutôt pas un signe de grande ouverture, alors que si je suis ici et que je vous parle comme ça, en me penchant vers vous, je vais favoriser un lien de façon complètement, je dirais, de façon implicite. Donc on voit que l'attitude corporelle, la gestuelle, le regard aussi, quand vous faites un pitch et surtout quand vous êtes devant un auditoire, il est toujours très important de balayer votre auditoire quand il y a plusieurs personnes en regardant dans les yeux chacune des personnes à tour de rôle, pour que la personne se sente directement interpellée, directement concernée par ce que vous dites. Et puis, il faut être détendu. On dit souvent que si on vous sent gêné, on vous sent un petit peu dans la retenue, ça peut inspirer un certain malaise, ça peut peut-être inspirer que vous n'ayez pas trop confiance en vous. Et donc, on a du mal à faire confiance en des gens qui n'expriment pas beaucoup de confiance en eux-mêmes. Donc, il faut être soi-même. Ça, c'est vraiment un des enseignements importants dans le pitch. Donc, on a parlé de créer des émotions, on a parlé de la forme, de ce que ça doit prendre. Et maintenant, concernant le fond, justement, des choses importantes pour le pitch. Alors, le fond, ça nécessite, quand on parlait tout à l'heure de préparation, moi, je sais que quand je prépare des pitchs, je rédige, en fait. Et je prends du temps à formuler, à choisir mes mots. J'essaye souvent d'aller chercher soit des métaphores, des analogies, ou de donner des images, parce qu'on fonctionne beaucoup par image. Quand on veut amener quelqu'un
à prendre une décision. C'est sûr que quand on le projette dans un univers désiré et plutôt agréable, va savoir de l'impact. Aussi s'appuyer sur des exemples concrets. C'est-à-dire que quand vous avez un pitch, que vous allez pouvoir avancer des arguments, il faut que vous vous basiez sur des choses qui soient, je dirais, concrètes, tangibles. Il y a aussi un autre aspect qui est très efficace, c'est le fait de s'appuyer sur des faits d'actualité, parce qu'on a tous des mémoires de poissons rouges, et c'est toujours plus intéressant de donner une perspective d'un propos à la lumière d'un fait d'actualité plutôt que faire appel à la mémoire de quelque chose de passé. Et on n'a pas tous la même mémoire, on ne se souvient pas tous des mêmes choses, alors qu'on est tous dans l'instantanéité aujourd'hui. Et le fait de se raccrocher à un fait d'actualité, ben on a plus de chances d'être pertinent vis-à-vis de votre auditoire. Et puis aussi cet aspect, on a parlé tout à l'heure du cerveau limbique, le cerveau de l'émotion, mais il faut trouver un juste équilibre entre le raisonnement et l'émotion. C'est-à-dire que même dans un pitch, il faut trouver cet équilibre-là. À un moment donné, vous avez des chiffres, vous avez des statistiques. C'est toujours intéressant de les reprendre parce qu'il y a des personnes qui sont très rassurées par les aspects, je dirais, tangibles et indiscutables. Et puis toujours, et je rappelle souvent, hein, c'est qu'il ne faut pas se donner l'objectif de rentrer dans les détails, de ne pas utiliser du jargon, des mots très techniques. Et surtout que quand on pitch, souvent c'est des situations, on parle de pitch, de elevator pitch, donc on est toujours dans un temps contraint. Donc il vaut mieux en dire moins et d'être percutant que d'essayer de vouloir tout dire et de perdre son interlocuteur. Oui, au niveau justement, tu en as parlé un petit peu au début sur les différents, on va dire, environnements, contextes dans lesquels les gens pourraient être amenés à pitcher justement. Et dans le contexte de cette présentation aujourd'hui, on parle essentiellement donc le fameux elevator pitch, le pitch ascenseur qui se veut être un pitch assez court et efficace. Et en l'occurrence, on parle souvent d'un pitch de 1 minute 30. Comment on gère justement son temps en 1 Alors minute c'est très 30? dur, hein. C'est pour ça que sans préparation, c'est très difficile en fait d'arriver à se contraindre entre guillemets dans ce format-là. C'est vrai que le pitch, par exemple, quand on est dans un 5 à 7, qu'on croise beaucoup de personnes, etc., on ne peut pas, entre guillemets, passer 3 quarts d'heure, 1 heure avec chacune des personnes que l'on pourra croiser. Donc, à un moment donné, il faut arriver à concentrer au maximum son propos. Et pour être percutant, en fait, voilà, c'est une proposition de répartition du temps qui se décline en 5 étapes. 10% du temps, vous introduisez votre sujet. Par exemple, vous introduisez un contexte. Vous allez dire, ben voilà, je suis cofondateur, je dirais, d'un incubateur. On a remarqué que l'entrepreneuriat immigrant était confronté à certains types de situations de problématiques. Et puis, vous allez rentrer dans la problématique. Vous allez décrire la problématique en disant, voilà, pour accompagner des immigrants, on s'est rendu compte qu'il fallait les accompagner dans la connexion à l'écosystème. Il fallait les accompagner dans la compréhension, je dirais, des codes culturels, etc. Donc, entre guillemets, vous êtes dans une phase où vous dramatisez un petit peu la situation, vous appuyez un peu là où ça fait mal, et puis vous montrez en quoi les solutions existantes pour votre solution, pour votre produit, montrer en quoi les solutions concurrentes sont limitées. Et vous allez voilà, faire une partie là-dessus, pas trop longue, pour ensuite laisser beaucoup de temps à montrer en quoi votre solution à vous adresse cette problématique dans le contexte que vous avez introduit et en différenciant votre offre par rapport à l'offre de vos concurrents ou des solutions alternatives. Et ça prend 90% de votre temps, mais souvent, alors ce qu'oublient les personnes quand elles pitchent, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action à la fin. C'est-à-dire que même si vous avez fait une très bonne introduction, que vous avez bien posé la problématique, que vous avez bien exposé les limites des solutions existantes, que vous avez bien exposé en quoi votre solution est inédite et très différenciante, si à la fin vous oubliez de faire le call to action, l'appel à l'action, ben vous avez perdu quelque part l'objectif de votre pitch. Donc toujours, ben écoutez, ça peut être abonnez-vous à mon magazine, ça peut être participer à mon prochain webinaire, inscrivez-vous à ma prochaine session d'information. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une incitation à l'action pour que vous boucliez la boucle, comme on dit, et dans un temps maîtrisé.
Donc, c'est sûr que le call to action, on parle effectivement d'atteindre ses objectifs, mais c'est aussi d'avoir un bénéfice à pouvoir faire ce pitch pour qu'on ne vous oublie pas, évidemment, et qu'on vous recontacte après. Mais je suis certaine qu'il y a encore d'autres petites choses dont tu peux parler. Oui, alors c'est des petits tips, qu'on dirait, des principes. La première chose, c'est que quand vous pitchez, vous représentez une entreprise, vous représentez un produit ou un service, c'est de ne pas hésiter à répéter le nom de votre produit ou de votre service ou de votre entreprise 2 ou 3 fois pour favoriser ce qu'on appelle en PNL l'ancrage. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle associe votre propos à un produit, à une marque. Et puis souvent, il y a des gens qui excellent dans ce domaine-là. C'est quand vous avez une phrase choc, c'est de ne pas hésiter à l'utiliser et donc à la caser en fait dans votre pitch et à la répéter 1, 2 ou 3 fois. Pourquoi? Parce que le cerveau n'enregistre pas tout tout de suite. Et comme on dit, par exemple dans l'éducation, on dit enseigner c'est répéter. Dans un pitch, c'est pareil. Il faut ne pas avoir peur de répéter 1, 2 ou 3 fois des choses qui sont importantes. Et puis aussi, l'autre point qui est très important dans l'approche d'un pitch, c'est qu'un pitch, c'est avant tout être empathique. C'est-à-dire, on l'a vu, quand vous décrivez une problématique, en fait, ça veut dire que vous vous êtes intéressé à la problématique dans laquelle est positionné votre interlocuteur. Donc, vous connaissez ses problèmes, vous savez ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et donc, quelque part, parce que vous avez fait ce travail d'empathie, c'est de vous montrer plus comme un apporteur de solutions plutôt qu'un offreur de produits ou de services. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que vous allez créer un lien beaucoup plus fort en disant « je sais ce qui est un enjeu pour toi, je connais ton besoin, je connais tes enjeux, je connais tes obstacles, tes contraintes. Et moi, ma vocation, ma mission, c'est de t'aider à surmonter cet obstacle ou adresser ce besoin. » Donc, ne pas être, comme on dit, en push produit ou service, mais être vraiment dans une posture d'apporteur de solutions. Ouais, je dirais même, il y a peut-être un petit tips aussi qu'on dit toujours. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas, c'est pas l'intérêt pour tous de se comparer à qui que ce soit, mais quand on dit je suis mettons, le Walt Disney des soap opéras, tout de suite on a une référence à quelque chose que tout le monde connaît. Et ça aussi, c'est une façon peut-être d'insister sur un point en particulier, en tout cas tout de suite pour que la personne soit dans un contexte intellectuel, on va dire, ou émotionnel, à pouvoir identifier très rapidement ce que vous êtes. Ça, c'est juste un petit truc aussi dont on parle souvent. Mais surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, donc… c'est le fait qu'un pitch, c'est comme tout, ça s'améliore avec le temps, ça s'améliore en s'entraînant. Et puis petit à petit aussi, c'est de se dire qu'il faut décliner des pitchs en fonction de ses interlocuteurs. Donc quand vous recrutez, quand vous cherchez un fournisseur, un partenaire, un client, etc., c'est bien sûr pas le même pitch, parce que si vous avez été fidèle à cette logique de l'empathie, c'est que vous êtes intéressé à la problématique du partenaire, à la problématique du fournisseur, à la problématique du candidat qui veut vous rejoindre, à la problématique du client que vous voulez convaincre. Donc c'est toujours les travailler, ces pitchs, ces textes, et puis les ajuster. Et puis après, il y a une manière de s'entraîner. On peut le faire devant son miroir, on peut le faire en demandant à ses amis, mais il y a une autre méthode, c'est d'utiliser les technologies de Mathieu, les outils de Mathieu. Mais en tous les cas, intelligence artificielle ou pas, un bon pitch, c'est un pitch qui vous ressemble. En fait, c'est un pitch dans lequel vous êtes à l'aise, vous allez utiliser les mots qui vous parlent, vous allez le faire avec la manière qui vous correspond, parce qu'en fait, un pitch, c'est vous. Voilà, votre pitch, c'est vous. Mais on va voir que la technologie peut venir au renfort de votre capacité à développer votre pitch, à vous entraîner grâce à la magie de la technologie. Très, très bonne transition, tu m'aides beaucoup Jean-David, merci infiniment. Donc effectivement, Mathieu, on va voir avec toi comment l'intelligence artificielle peut renforcer l'impact d'un pitch. Justement, donc tu vas nous parler de cet outil qui permet notamment de pratiquer son pitch de façon structurée et surtout de le filmer en fait, et comment on va pouvoir augmenter l'impact du pitch grâce à l'expression, entre autres, à l'analyse des expressions faciales pour augmenter donc la dimension comportementale d'un pitch. Je te laisse la parole.
Merci Anne-Solène, merci Jean-David, merci à tout le monde d'être là. Alors en effet, comme l'a présenté Jean-David, donc je suis le fondateur de la startup Pitch on Air qu'on a créée en avril 2018. Et l'idée était que j'étais moi à ce moment-là VP dans une autre startup et où comme j'étais celui qui apparemment parlait le mieux, on m'envoyait dans les concours, dans les incubateurs, les accélérateurs, etc., lever des fonds, rencontrer les banques pour littéralement pitcher, présenter ce que faisait cette entreprise-là à ce moment-là. Et même si après, là, un peu plus de 20 ans de carrière, à donner des conférences, des cours, de la formation, faire du one-on-one, du one-to-many avec des gens dans des salles, j'ai aucun problème on va dire d'éloquence ou dans l'art oratoire, cet exercice précis du pitch avec une durée précise, avec des éléments que l'on veut voir ou que l'on veut entendre de vous, je l'ai trouvé super stressant en fait, et je n'arrivais jamais à être vraiment prêt. Et quand bien même on nous faisait des critiques positives pour l'améliorer, je trouvais ça compliqué de ne pas avoir un peu un effet de comment moi je pouvais me sentir, à quoi je ressemblais, comment je pouvais m'entendre par rapport à ça. Et donc on a cherché, moi qui suis dans les technologies depuis plus de 20 ans, je me suis dit, il y a forcément un truc qui existe où je vais pouvoir me pratiquer et me voir, à défaut de mon miroir, à défaut de mon téléphone cellulaire qui en effet me permet de me filmer, permet de me voir. Évidemment, je vais m'entendre, mais on a ce petit défaut que si je me trouve bon, il n'y a pas de raison que je me trouve moins bon parce que je vais m'être regardé dans le miroir. Et si je me trouve pas bon ou j'ai un peu un manque de confiance en moi dans ce genre d'exercice, c'est pas parce que je vais m'être filmé avec mon téléphone et que je vais me regarder 15 fois que je vais forcément prendre plus de confiance. Et donc on a trouvé quelques logiciels un peu old school, pas vraiment très très pratiques. Et puis finalement, en ayant discuté avec un professeur de MIT, on s'est aperçu qu'il y avait des technos qui pourraient peut-être nous aider à faire autrement. Et donc, on s'est mis à coder et à développer Pitch on Air from scratch. Pour moi, initialement, pour mon collègue, pour ma fille qui fait des oraux dans sa classe. Et puis, au bout d'un moment, on avait un outil où on pouvait se poser des questions, la plateforme qui nous parle, etc. On a continué comme ça d'ajouter. En fait, nous, on s'appuie beaucoup sur la science cognitive et la science de la communication. Donc, c'est nos bibles. Là, on regarde à l'intérieur de ça. On a épluché tout ce qui se faisait. On s'est rapproché de professionnels. On n'est pas des scientifiques nous-mêmes. Là, on est des technologues, on va dire. Mais on s'est beaucoup inspiré et on a retraduit tout ce qui se fait dans ces sciences-là en algorithme, en base de données, en réflexion mathématique pour aller chercher des métriques qui sont simplifiées, mais qui vous parlent et qui vous aiguillent après dans ce que vous avez éventuellement à améliorer, sans pour autant vous juger, puisque quand vous prenez les sciences cognitives, il y a une grosse partie des sciences cognitives qui est de la psychologie, et on s'est mis un peu dans la peau, on va dire en mode UX, de qu'est-ce qui se passe si je suis chez moi et que j'utilise Pitch on Air par moi-même. Est-ce que je suis prêt à ce que, on va dire, un robot me juge ou me coach? Ça n'a pas été notre vocation. On s'est dit que l'idée, c'était de faire, alors pour la phrase choc, Jean-David, nous, on est plutôt ce qu'on appelle un outil, ou ce qu'on a appelé nous-mêmes un outil d'auto-évaluation assistée. L'objectif étant que toute l'analyse et tous les enregistrements que vous allez faire vont vous donner des résultats. Et que ces résultats-là vont vous donner quelques petites observations pour éventuellement améliorer. Est-ce que je parle trop vite, pas assez vite? Est-ce que mon niveau de confiance est haut? La richesse de votre discours, etc. etc. Mais toujours dans une optique où vous pouvez vous réécouter instantanément. Et donc, par vous-même, juger si oui, en effet, peut-être que là, j'ai parlé un peu trop vite, peut-être que j'hésitais beaucoup, je faisais beaucoup de répétitions, j'ai beaucoup de types de langage, etc. Et que ça vous permette de le refaire instantanément tout de suite et déjà de vous améliorer juste à la deuxième ou à la troisième pratique. Dans les différents scénarios qu'on peut faire, alors il faut savoir qu'avec Agora Alliance, ils ont
un accès B2B, donc ils vous font les exercices qu'ils jugent nécessaires dans leur processus, et ils ont ce volet de coaching qu'on ne veut pas forcément avoir dans l'application. C'est difficile de dire à un robot, tiens, tu vas proposer de mettre tel ou tel mot dans la bouche. Tantôt, Jean-David parlait d'empathie. Savoir que même si notre intelligence artificielle n'a pas de biais cognitif, n'est pas là pour juger, elle n'a pas l'empathie d'un humain. Donc forcément, elle a une compréhension, on va dire, très très basique de ce qui s'est dit et de vos émotions, qui peuvent bien programmer, donner des observations, mais pas forcément vous dicter, on va dire, une marche à suivre précise. Et d'où l'intérêt de travailler donc, pour nous avec des gens comme Agoralliance qui ont cette expertise d'aller vous coacher et vous accompagner après sur le qui vous êtes, la raison de votre entreprise et ce que vous pouvez mettre justement d'émotionnel, de personnel à l'intérieur de votre pitch. On pratique, là on parle beaucoup du pitch, mais alors nous on est un peu sur toute la sphère, on va dire, de communication verbale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les deux grandes tendances vers lesquelles on s'en va, c'est le pitch, on va dire dans le monde de l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, mais également toute la notion de pratiquer son entretien d'embauche ou de faire pratiquer, par exemple, à ces candidats que l'on voudrait placer un entretien d'embauche. C'est jamais quelque chose de très facile à faire. Il y a des questions qui nous paraissent toujours un peu piégeantes à l'intérieur de ça. Et pareil, c'est rare qu'on se pratique sur les 10 ou 15 questions qu'on se fait poser régulièrement. Donc, nous, on offre la possibilité de le pratiquer, une fois encore, sans jugement et avec des observations, mais également tout ce qui est prise de parole en public, donc des dirigeants d'entreprise, des conférenciers, etc. Même si ils ont l'habitude, finalement, vont utiliser Pitch on Air pour voir un peu à quoi il ressemble et comment le message peut sortir. Donc, on rejoint un peu toute la sphère, comme Jean-David le disait, on pitch régulièrement, on parle souvent, et même sans s'en apercevoir, on cherche toujours un petit peu à convaincre ou à négocier. Donc finalement, dans toutes les sphères d'une entreprise, du directeur de vente qui veut mieux sensibiliser son équipe et avoir l'empathie avec son équipe, pourrait très bien pratiquer sa prochaine intervention de réunion avant et bien se préparer pour livrer le meilleur message possible à ses équipes. Donc, sur l'enregistrement, on a la possibilité d'avoir une transcription. Alors évidemment, la transcription, les résultats sont toujours aléatoires dans le sens où ça reste de la technologie, ça reste, on va dire, sensible à une connexion Internet, et puis également à tous les enjeux de prononciation. Est-ce que je fais un pitch dans ma langue native, ou bien non, est-ce que je fais un pitch en anglais ou en espagnol? Donc peut-être que là, la prononciation est moins présente. Donc la transcription peut varier. Ceci dit, les résultats que l'on obtient dans un univers, mettons comme aujourd'hui, où j'ai pas de bruit de fond, personne ne me dérange, j'ai le temps de parler et je parle donc de manière structurée, on obtient des résultats qui sont au-dessus de 90%. Donc la transcription aujourd'hui est un outil qui fonctionne très bien. Je ne sais pas ce qu'il y a sur l'autre écran d'après. Donc, tu parlais des différents moyens, en fait, des différents contextes dans lesquels on a besoin du pitch. Et en l'occurrence, j'ai envie de parler d'un en particulier où vous auriez, par exemple, à postuler pour un emploi. Donc, vous pourriez vous pratiquer et envoyer cette vidéo parce qu'évidemment, on va parler dans les quelques prochaines minutes des statistiques qui sont disponibles suite à cet enregistrement. Mais l'enregistrement est aussi enregistrable et transférable donc à X ou Y personnes. Donc, dans le cadre, par exemple, de l'application à un poste, ça serait super original d'envoyer votre vidéo plutôt que de simplement une lettre, ou ça peut se faire aussi via LinkedIn, etc., etc. Alors, tout à fait, on a des clients, des spécialistes en recrutement ou en employabilité qui justement nous utilisent pour ça. Ils vont
faire pratiquer leurs candidats à travers notre outil. Et on peut générer 2 liens. Alors, un lien qui est juste la vidéo avec le nom de la personne et quelques coordonnées, et un lien sur lequel toutes les analyses que vous voyez à l'écran ici sont générées et sont accessibles. Donc, ça peut être accessible au candidat et à son conseiller, par exemple, pour justement une notion de coaching. C'est aussi plus facile, ce qu'on a remarqué chez nos clients, c'est que quand ils accompagnent des clients, juste la vidéo, c'est bien, tout le monde voit et entend, mais basé sur les métriques qu'on analyse, permet aussi d'appuyer justement le coaching et où est-ce qu'on veut emmener la personne. Et pour le coup, vu que c'est vraiment la personne qui s'est exprimée et qui a parlé, à ce moment-là, il n'y a plus à se dire, oui, c'est juste son interprétation à lui ou à elle. Alors oui, c'est le cas, mais aussi basé sur des métriques, une fois encore, de la science cognitive et de la communication. Et donc, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. On a des personnes qui l'utilisent à titre personnel ou d'autres dans des entreprises de placement. Et le lien qui est généré à la fin quand le conseiller dit « Ok, là, c'est vraiment tip-top, tu as répondu à 2-3 questions que le recruteur pourrait avoir. Je vais envoyer ta candidature avec le lien vidéo. » Ce qu'on s'est fait dire auprès de nos clients, c'est qu'ils ont tendance à cliquer sur le lien vidéo très rapidement avant même d'ouvrir le CV et d'écouter ce que la personne va dire en réponse aux questions. Et ainsi, pour le coup, notre solution permet aussi de passer un peu les biais que certaines intelligences artificielles font à trier finalement des termes sur un CV et puis vraiment prendre en considération l'humain. Alors que là, l'humain est écouté à travers la vidéo et les réponses qu'il a fait à des questions précises. Et ce qu'on a vu, c'est que certains recruteurs se disent « Ok, peut-être que le CV ne correspond pas à 100% à ce que je veux, mais par contre, j'aime bien ce que j'entends et j'ai envie de rencontrer la personne et d'aller un petit peu plus loin. » Et donc, comme ça, on rebalance un petit peu mieux l'importance des technologies au service de l'humain et pas à son détriment. Et donc, dans les statistiques que l'on voit, alors là, on en a mis un petit peu… oups, c'est parti. On en a mis là sur 2 écrans. Donc, on a l'analyse du ton du discours, donc ce que l'on ressent dans la voix et la façon dont on le communique, le niveau de confiance. Les statistiques, c'est justement sur les pauses plus ou moins longues que l'on peut faire. Il en manque un qui n'est pas encore fini d'intégrer, mais c'est justement les répétitions et les types de langage. On analyse les mots-clés du discours. Ça aussi, on estime que c'est très important parce que si vous avez une question assez précise, c'est intéressant de ressortir les mots forts que vous avez pu utiliser pour répondre à cette question et voir si ça coïncide bien ou sinon je suis en train peut-être, comme on dit ici, de déparler finalement et de juste meubler autour de la question que j'ai peut-être pas très bien compris ou je suis pas très sûr de ma réponse. La vitesse à laquelle j'ai parlé, qui est un facteur important mais qui n'est pas discriminant pour autant. C'est pas parce qu'on parle lentement que forcément le pitch n'est pas bon, et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on parle trop vite qu'on ne dit pas des choses structurées. Le niveau de confiance général, donc qui lui fait un petit peu un cumul de tout ça et qui vous permet de se dire, ok, si je refais ça demain en live face à un public ou face à un recruteur, ça va bien se passer. Il faut savoir que toutes les analyses sont faites par question. Donc, si par exemple, à travers un exercice que vous enverrez à Anne-Solène, vous avez une dizaine de questions, les analyses vont être faites par question. Donc, si des questions, vous avez du mal à y répondre ou vous êtes un petit peu plus stressé, ça va forcément se voir aussi dans les résultats et ça peut se voir dans les expressions du visage qui est l'élément un peu non-verbal qu'on va chercher pour le moment, mais on fait de la R&D à côté pour en mettre plus, où là on a la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, les colères. Donc ça, c'est les 5 émotions, expressions de base que la science reconnaît. Si vous avez une notion un petit peu là de peur par rapport à vos yeux face à une question, et puis que le discours est plus lent, que le niveau de confiance est plus bas parce que peut-être il y a plus de pauses, il y a plus de blanc, etc. Peut-être qu'il faut se poser la question de pourquoi ma réponse à cette question-là est moins fluide que les autres, et c'est peut-être un élément sur lequel je dois travailler plus que d'autres. Ce que j'aime notamment dans cet outil aussi, c'est la capacité à se voir ou pas.
Parce que donc, quand tu te mets face à ta caméra pour enregistrer ton pitch, tu as une mauvaise tendance en fait à focuser sur ton image et probablement que ce focus-là vient un peu te déstabiliser en fait dans la fluidité de ton pitch. Donc, ce que je trouve intéressant avec l'outil aussi, c'est qu'on a le choix soit d'avoir son image en face de nous, soit pas du tout. Ouais. Souvent, quand on se voit en vidéo comme ça, c'est un peu un effet miroir. Donc, on pourrait avoir tendance à se focuser sur OK, ma barbe, mon col, mes cheveux, je les replace, etc. Et on perd un peu le fil finalement de ce qu'on a à dire parce que nous-mêmes, on va focuser sur notre apparence physique alors que la plateforme n'est pas là pour vous estimer sur cet aspect. Et justement, en termes de jugement, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, particulièrement dans cette plateforme-là, parce qu'on parle beaucoup en intelligence artificielle et tu l'as mentionné aussi sur les risques de biais, en fait, dus au genre en l'occurrence. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces 2 points-là? Alors, merci d'apporter le sujet. Moi, je suis un fervent supporter, comme je le disais, mon motto à moi, ma phrase choc à moi, là, c'est les technologies au service de l'humain et pas l'inverse. Pour nous, il était impensable de faire un exercice, et je dirais même, juste si on prend d'un point de vue purement marketing, purement business, pourquoi je ferais un outil comme ça où je vais moi-même me créer un biais qui va être performant pour, on va dire, un certain type de couleur de peau, on va dire les vraies affaires. Hein. On fait de la R&D avec un centre de recherche et toutes les datasets sur lesquels on travaille, sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, les émotions, etc., c'est beaucoup du mâle caucasien, voilà, dans la trentaine, on va dire, avec des lunettes, rasées ou pas. Mais il n'y a pas de représentation réelle de la diversité culturelle que représentent nos sociétés aujourd'hui. Et donc ça, c'est des enjeux pour nous, mais c'est des enjeux qu'on adresse aussi à travers nos clients. Donc, c'était pour nous de se dire pourquoi on va nous-mêmes se restreindre finalement à être performant avec un type de personnes, alors qu'on veut, comme toute entreprise, on a des ambitions internationales, on est déjà un petit peu en France, etc. Pourquoi je me restreindrais à me dire, non, puisqu'il y a des difficultés dans les datas qu'on utilise en recherche pour les couleurs de peau un petit peu plus sombres, pourquoi moi je devrais me restreindre à ça? Donc on a décidé, ça a pris beaucoup de temps, que juste déjà sur l'analyse que l'on fait des expressions faciales, on soit capable de les reconnaître, peu importe le visage, la forme du visage ou des yeux, la couleur de peau, etc. Et que finalement, que la seule chose qui pouvait jouer sur le fait qu'il y ait une reconnaissance optimale ou pas, c'est si la lumière n'est pas bonne, si j'ai une espèce de réverbération ou s'il y a quelque chose qui fait que forcément, autant sur un visage blanc que plus foncé, j'aurais peut-être du mal à reconnaître certaines expressions. Mais hormis ça, et à l'intérieur de notre outil, à l'heure actuelle, on intègre quelque chose qui va permettre d'estimer justement le niveau de reconnaissance pour dire peut-être qu'il y a trop de lumière ou pas assez. On a voulu créer un environnement d'IA où il n'y avait aucun biais de couleur et de genre. Et on s'est fait approcher, et on est rentré en partenariat assez rapidement, ça n'a pas été long qu'on dise oui, par la seule école francophone qui est spécialisée en déficience visuelle, et en leur présentant la plateforme dans un événement, nous ont demandé si la plateforme était faite aussi pour eux. Et le pour eux, on ne l'avait pas compris ce qu'ils voulaient dire, mais qui était pour eux déficients visuels, qui ont besoin aussi aujourd'hui, et dans cette période de pandémie où tout le monde utilise les technologies à un moment donné, ces gens-là font face à des défis énormes parce que les sites ne sont pas forcément optimisés pour qu'ils puissent, avec le clavier ou avec des claviers braille que j'ai découvert, c'est fantastique la technologie qui est derrière ça, n'ont pas accès à des sites et donc n'ont pas accès à des technologies. Et donc on a regardé le travail que ça représentait, et comme on était en train de travailler sur la V2 de Pitch on Air, on s'est dit que dès le début de la V2, on ferait en sorte de rendre l'application accessible aux déficients visuels, mais aussi aux déficients moteurs, c'est-à-dire les gens qui ont des problématiques avec la souris, etc., ou des problématiques de gestuelle, peuvent tout simplement avec les commandes du clavier
avoir accès à l'outil, et ça influe un peu sur l'expérience utilisateur. Mais dans le fond, c'est optimal, puisque aujourd'hui, tout ce que vous allez voir à l'écran, eux le voient pas, mais j'ai pas besoin de leur dire qu'il y a un icône de ceci ou une icône de cela. Ce qu'ils ont besoin de savoir très vite, c'est justement qu'est-ce que ça fait, comment ça peut m'aider, comment je l'utilise, comment je l'achète, l'utiliser, avoir la page de résultats, avoir l'application qui nous parle éventuellement. Et puis pour eux, c'est efficace. Donc si c'est efficace pour eux, on sait que c'est efficace aussi pour tout le monde. Génial. Merci, merci infiniment, Mathieu, pour cette présentation. Il y aura certainement des questions qui vont s'en venir. On va les réserver. On va se garder du temps à la fin. Ceci dit, moi, je suis une bonne étudiante et une bonne élève. Donc, j'ai retenu ce que Jean-David a dit sur l'importance de finir sa présentation, son pitch, par un call to action. Donc, je vais redonner quand même la parole à Jean-David pour parler de cet atelier, justement, qu'on a monté spécifiquement chez Agoralliance et que l'on va ouvrir exceptionnellement à tous les participants, même s'ils ne sont pas des entrepreneurs venus d'ailleurs. Jean-David. Oui, donc en fait, quand on s'est rencontré avec Mathieu, et on animait déjà chez Agoralliance des ateliers pour entraînement au pitch, donc sur tout ce que j'ai pu évoquer dans les premiers écrans de cette présentation. Et puis on s'est dit, il y a une belle opportunité. Un pitch, c'est quoi? C'est dire les bonnes choses, et après, c'est bien dire les choses. Donc on s'est dit, on avait forcément une très forte complémentarité à constituer l'intégration de cette technologie dans nos ateliers. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mis en place cet atelier qui est un format très court. Hein. C'est un format d'atelier qui est de 2 sessions de 3 heures, donc à distance, et avec toute la pratique que l'on a dans l'entraînement au pitch pour aider les entrepreneurs à mieux pitcher, à mieux structurer leurs propos, à l'adapter en fonction de leurs différents types d'interlocuteurs. Et puis, on a intégré donc dans cet atelier la possibilité d'utiliser les outils de Pitch on Air à travers 10 pratiques intégrées. Donc, un entraînement, se filmer 10 fois, mesurer ses résultats, ajuster son propos, ajuster ses expressions faciales, etc., pour arriver à quelque chose qui soit le plus percutant possible. Donc en fait, dans cet atelier, on identifie avec les participants quels sont les éléments clés de la proposition de valeur de votre entreprise, de votre activité, et puis on vous fait utiliser les meilleures pratiques en utilisant donc ces nouvelles technologies. Donc voilà, notre call to action, c'est de vous inviter, pour ceux qui aimeraient renforcer leur capacité à convaincre. On l'a vu, ça peut être très large, hein, ça peut être des recrutements, des fournisseurs, des clients, des partenaires. Et puis, donc là, vous avez toutes les informations. Donc, et puis, pour renforcer un call to action, vous savez, il faut toujours montrer qu'il y a une opportunité. Donc là, l'opportunité, c'est de vous dire qu'il y a un tarif préférentiel pour ceux qui le souhaitent. Donc, vous voyez, je décline tous les secrets du bon commercial, mais c'est de dire que, voilà, pour ceux qui souhaiteraient s'y inscrire à la prochaine session qui ont lieu donc le 3 et le 10 février, donc 2 fois 3 heures, de 17h30 à 20h30, 100% à distance, il y aura un tarif préférentiel de $190 avant taxe au lieu de 250 pour les 10 premières inscriptions, et puis qui intègre ces 10 pratiques de la solution de Pitch on Air qu'on a intégré, renommé AgoPitch AI pour faire moderne. Donc voilà, donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, on sera très content de vous accompagner. Et puis, bien sûr, on est ouvert à toutes les questions que cela peut susciter en vous. Voilà, donc merci infiniment Jean-David et Mathieu pour cette présentation toujours très intéressante et pertinente d'aujourd'hui. J'invite ceux qui ont des questions à se manifester. Vous pouvez ouvrir votre micro, je le pense. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre des questions ou peut-être des choses à ajouter aussi, là, comme l'a mentionné Jean-David au début. Notre ami Amokran, en l'occurrence, est pas mal un pro de la présentation aussi. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui voulaient ajouter à tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, soit pour témoigner ou un truc qui peut être utile à l'ensemble des participants du webinaire,
Sentez-vous bien à l'aise de prendre le micro, pas plus tard que maintenant. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Non, exactement. Donc, comme nous prêchons d'ailleurs le collectif et la coopération dans notre incubateur, c'est l'objectif aussi de faire participer, de bénéficier de l'intelligence collective aujourd'hui. Merci Virginie, merci Sandrine, merci Eric. Donc, la présentation est enregistrée, je la ferai parvenir par courriel suite à ce webinaire également pour les personnes qui n'ont pas pu assister entièrement ou qui voudraient partager peut-être les contenus par intérêt pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais une question en fait à poser à tout le monde. C'est quand vous pitchez, quelle est, d'après vous, la plus grande difficulté de pitcher avec efficacité? Quels sont les obstacles, les difficultés que vous rencontrez le plus souvent quand vous pitchez, que vous dites ah, j'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez efficace? Est-ce que vous avez un témoignage sur des moments où vous avez eu à convaincre, à pitcher et où ça s'est pas passé aussi bien que vous l'auriez souhaité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter un témoignage là-dessus? Vous êtes tous des bons pitchers, donc. Je peux aller. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour les quelques commentaires très plaisants d'Anne-Solène et merci à vous tous donc pour cette excellente présentation. En fait, les deux présentations qu'on a eues. Pour répondre un peu à la question donc de malaise ou de difficulté, comme vous le savez, moi je suis spécialiste LinkedIn, image de marque et de création de contenu et je crée beaucoup de vidéos notamment sur les réseaux sociaux. Mais quand on fait un pitch, en fait, la grande difficulté, quand, par exemple, maintenant, si une personne vient dans la pièce où je suis, il va voir que je suis en train de parler à un ordinateur. Et c'est pas tellement naturel. Donc là, il y a j'ai mis donc vos images pour que je puisse connecter. Et quand on pitch ou qu'on converse ou qu'on discute avec une personne d'une manière donc pas virtuelle, je sais comme Jean-David aime dire à distance, c'est pas virtuellement, eh ben on n'a pas la réaction des fois des personnes. Et quand on n'a pas la réaction, c'est très difficile de savoir est-ce qu'on a bien performé ou pas. Donc, en fait, la plus grande difficulté, c'est de placer comme une image de la personne ou du groupe à qui on s'adresse pour pouvoir communiquer avec lui humainement et ne pas s'adresser à une webcam comme c'est le cas pour moi maintenant. C'est un super bon point à Mokrane parce que dans les exercices et les consignes, on va dire, que l'on donne aux gens pour qu'ils se préparent correctement justement à se pratiquer. Et on fournit ça aussi à nos clients à Agora Alliance, de justement essayer de se mettre non pas en situation d'entraînement, même si c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais en réelle situation, donc comme s'ils étaient vraiment en train voilà, de parler à la personne et comment ils vont éventuellement interagir avec. C'est sûr que si je prends un exemple du sport, par exemple, j'ai fait du soccer pendant pas mal d'années. Quand on se pratique au soccer, même si on fait un match de pratique à la fin, on est toujours un peu sur la retenue parce qu'on ne veut pas blesser évidemment les joueurs de son équipe. Donc, on est un petit peu moins naturel qu'on le serait dans une vraie game. Ceci dit, ça nous permet quand même de se pratiquer et de créer certains automatismes. Comme l'a dit Jean-David, il parlait un petit peu des neurosciences. Même verbalement, on va créer des automatismes. Il y a des mots qu'on utilise, qu'on a gardés dans son vocabulaire, qui viennent peut-être d'il y a très longtemps ou qui viennent d'hier, que l'on va garder parce que c'est des mots qu'on aime utiliser, on sait faire des phrases avec, etc. Et c'est un peu ces automatiques-là aussi qu'on veut créer quand quelqu'un se pratique, de devenir à l'aise avec un certain type de questions, de le faire dans un contexte, on va dire, où on essaie de reproduire un contexte humain, mais évidemment, ça ne l'est pas. Mais au moins, on est prêt le jour où on va aller parler et qu'on va devoir répondre à cette question. C'est-à-dire, le cerveau va se dire, OK, j'ai déjà préparé en effet une réponse comme ça, fait que je suis un peu plus confiant pour la réponse que je vais donner. Mais c'est un bon point en effet. Merci. Merci. Merci à Mokrane. J'ai une question dans le chat. Alors, comme ce n'est pas trop précisé, je pense que je vais te poser les deux façons de répondre, entre guillemets. Il y a une question de Chantal qui demande, l'outil est-il disponible en plusieurs langues? Donc, mettons, est-ce que l'outil est disponible en plusieurs langues par rapport à l'interface et est-ce qu'on peut pitcher en plusieurs langues?
Alors, on peut, français-anglais d'office actuellement, et l'espagnol s'en vient bientôt. En fait, nos tests sur l'IA et la compréhension, etc., avec l'espagnol fonctionnent très très bien, parce qu'on en a fait pas mal cet été. Donc, l'espagnol devrait être là d'ici au printemps prochain, à la fois la plateforme en elle-même qui sera trilingue, et à la fois de pouvoir utiliser une des 3 langues dans les exercices que l'on va faire et d'être analysé dans la langue que l'on pratique. Super. Moi, je voulais revenir sur, tantôt Jean-David, il parlait d'Albert Méragnan qui a fait une étude où on voit le 7, 38, 55. Alors, ça peut paraître un petit peu particulier, cette étude-là, parfois. Je mets un bémol justement là-dessus. Dans le cadre où vous faites une conférence, on va dire TED, les conférences TEDx notamment, vous avez en effet quelqu'un qui est sur la scène, qui dégage une prestance physique, qui a une certaine gestuelle, un certain ton, une façon d'aller exprimer ses idées. Et les mots, ils peuvent être les plus simples du monde, ce n'est pas un problème parce que le message va passer, il y a un contexte général, ça peut être aussi appuyé avec quelques photos derrière ou quelques slides. Ces pourcentages-là vont littéralement changer si, par exemple, vous écoutez ou si demain vous avez à faire un pitch, par exemple, à la radio, où là, pour le coup, on ne vous verra pas. Et ce sera juste les gens autour de vous là, qui vont vous voir, mais qui ne sont pas les auditeurs. Et là, ça va changer. Et là, pour le coup, l'importance du ton, l'importance de la structure des phrases et éventuellement l'importance des mots pour essayer d'aller droit au but, d'être simple et de rentrer très vite dans la tête des gens qui comprennent ce que vous allez à dire, là va être extrêmement important parce que du coup le 55% de non-verbal, vous l'avez plus comme un outil de votre communication. Donc c'est à l'inverse, si vous prenez, et on a regardé certaines choses là-dedans pour la R&D que l'on fait, prenez les films de Charlie Chaplin, où il y a zéro langage verbal et que c'est que du non-verbal avec beaucoup d'émotions qui ressortent sur son visage et la façon dont il se procure, là vous êtes à 100% dans le non-verbal. Donc ce qui est important de bien retenir, surtout au niveau de la communication, c'est que c'est un ensemble d'éléments verbal, émotionnel et non-verbal qui fait qu'on va se faire comprendre plus facilement de certains plutôt que d'autres et où on va être mieux préparé pour certains exercices aussi plutôt que d'autres. Donc, je voulais juste revenir un petit peu sur cette partie-là. Merci. Merci. Mais c'est très intéressant parce que puis ça donne, je ne sais pas si tu le savais, mais ça donne que le prochain Webinaction, c'est le 23 février sur les clés pour réussir une entrevue radio. Donc peut-être qu'effectivement, justement, ça va avoir de l'impact aussi, mais c'était pas prévu avec le gars des vues, comme on dit ici. Donc, je ne vois pas de questions supplémentaires. Si quelqu'un a encore l'envie d'ajouter quelque chose ou de poser une question, sentez-vous bien à l'aise. Sinon, je vais mettre fin à cette présentation de ce matin. Remercie tout le monde pour votre participation et pour vos questions. C'est très, très intéressant pour nous. Donc, j'ai peut-être une petite idée, Anne-Solène, excuse-moi, j'ai peut-être une petite idée à soumettre. On a des experts, toujours à Mocrane, j'ai l'impression que c'est un peu le webinaire d'Amocrane aujourd'hui, mais aujourd'hui, dans LinkedIn, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à faire des choses qui sont très intéressantes, c'est-à-dire qu'ils enregistrent des pitchs vidéo d'1 minute, 1 minute 30, ils ciblent les interlocuteurs dans LinkedIn, et ils poussent ces vidéos de pitch vis-à-vis des interlocuteurs qu'ils ont déjà bien préqualifiés. Et j'ai eu quelques premiers retours là-dessus de gens qui font ça en Europe et qui ont visiblement de très très bons résultats, parce qu'on sait que la vidéo est plus impactante que du texte. Et quand on construit son pitch et qu'on segmente son pitch pour ensuite l'adresser de façon très ciblée à des personnes sur LinkedIn, on peut peut-être mettre en place quelque chose de très très efficace. Donc, je ne sais pas si toi, Mocrane, tu as des retours là-dessus, sur ces premières pratiques de l'utilisation de la vidéo dans LinkedIn, mais ça peut être une manière de prospecter de façon efficace, parce que rappelez-vous, si vous introduisez, vous mettez en contexte, vous montrez la limite des offres existantes et en quoi vous êtes particulier et avec un call to action, tout ça dans 1 minute 30 de vidéo, ça peut être assez redoutable.
En fait, merci beaucoup de m'avoir offert cette tribune, mais les deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est différenciation, donc en termes de communication avec ces personnes, et puis économie et impact. Parce que lorsqu'on envoie une vidéo enregistrée donc de pitch dans la messagerie, on ne parle pas de contenu vidéo à poster sur le mur de LinkedIn, mais dans la messagerie, c'est que premièrement, on se différencie de 99% des autres personnes qui envoient des copies collées à des gens d'une manière complètement non personnalisée. Donc ça, c'est le premier atout. Et le deuxième atout, c'est que au lieu d'écrire donc toute une brique de texte que la personne ne voudra peut-être pas lire, une vidéo, c'est très pratique à consommer, à écouter. Donc, lorsqu'on envoie un message vidéo, ben, on peut avoir plus d'informations en moins de temps donc écrit. Donc, vraiment, deux points essentiels pour faire le pitch vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici, pour en apprendre davantage. Je le fais beaucoup, mais je suis vraiment très intéressé d'essayer cette solution. Et puis, moi, j'ai l'intime conviction que le média vidéo est encore sous-utilisé actuellement par les professionnels, par les entreprises. Il y a des choses, je pense que c'est sous-utilisé. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'utilisation de la vidéo comme un média intelligent et rassembleur va se faire, et plus il va y avoir, on va dire, une qualité de présentation justement qui va devoir augmenter. Parce qu'aujourd'hui, on a vu à un moment donné beaucoup de gens qui faisaient des vidéos dans leur voiture avec leur téléphone, etc. Là, c'était un peu comme une trend, tendance à un peu marketing, là, de se filmer en faisant un peu tout et n'importe quoi dans notre vie de tous les jours. C'est bien, ça fait vivre la communauté, ça fait du contenu, ça fait un point rapide sur quelque chose dont on veut parler. Sauf que toutes ces choses-là qui deviennent à un moment donné un petit peu comme une norme vont faire en sorte, je pense, de la même façon que le SMS, que le email, etc., on voit une tendance à revenir où on essaie de plus écrire en hiéroglyphe ou juste en abrégé, etc., mais d'être consistant, d'être précis, consistant et dans ce que l'on dit. Je pense que la vidéo va aussi aller vers ça, où là, les gens vont vouloir consommer de la vidéo, pas forcément très longue, mais en tous les cas intéressante. Et donc, ça va être important pour les gens qui vont vouloir utiliser ce média-là, je pense, de se pratiquer, pas forcément juste avec Pitch en Air, mais au moins de se pratiquer et en effet de monter en gamme un petit peu les qualités des vidéos. Et je pense que ceux qui vont se différencier, ça va être ceux qui vont faire des vidéos de qualité, aussi bien dans ce qu'ils vont partager, dans ce qu'ils vont dire dedans et la façon dont ils vont le présenter, je veux dire. Merci, merci. Ça conclut bien cette présentation de ce matin. Oui, effectivement, les jeunes diplômés, comme dit Jorge, aujourd'hui, on doit pitcher, même les étudiants très jeunes doivent pitcher en ligne pour entrer dans des écoles. Donc, merci infiniment encore une fois à vous deux, trois. Merci à Mokrane également. Si je peux me permettre, je peux ajouter un petit quelque chose. Oui, Philippe. Oui, je me spécialise en design de présentation PowerPoint et c'est sûr que le sujet est un peu connexe et je n'osais pas vraiment entrer dans la discussion, mais là, on parle des vidéos, tout ce qui est bâtir une présentation visuelle efficace, ça demande quand même une base de connaissances sur l'agencement des couleurs, le choix des polices, comment synthétiser ta matière pour t'aider aussi à mettre en valeur ton sujet. Donc, une présentation soignée avec un discours approprié. On vient de justement enlever les interrogations entre, c'est quoi l'arrière-plan qui est derrière chaque personne, c'est quoi ta présentation, c'est fait avec trop d'informations en même temps, ou si on va avec un sujet par diapositive et que ça permet de focusser l'attention que sur ce qui est dit. Et parfois, des fois aussi, de dire à l'écran, au lieu de mettre un roman, on peut se faire une synthèse en quelques mots avec des icônes et les visuels permettent de créer une ambiance qui, elle, va permettre d'imprégner la personne dans ton sujet avant même que tu aies parlé et de te couper les mots, si on veut, de te permettre de laisser parler le visuel. Donc, on parlait de vidéo, que ce soit en voiture, c'est sûr que ce n'est pas le principe que je veux parler, mais que ce soit soigné de façon animée avec PowerPoint ou autre. Moi, en tout cas, je recommanderais
d'être attentif aussi à l'image qui est dégagée à travers ces présentations ou d'essayer peut-être de prendre, de mettre en valeur ces présentations pour penser à cet aspect-là aussi. Donc, je demeure disponible s'il y en a qui ont des questions à ce sujet, monsieurpowerpoint.ca. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Mais c'est très vrai, c'est qu'à travers l'architecture d'une présentation PowerPoint, on peut faire un pitch en quelques slides de façon très efficace. Et c'est vrai que Philippe, vous avez raison, c'est que quand on a bien scénarisé le propos, qu'on l'a bien séquencé et qu'on le met bien en œuvre avec, je dirais, une attention particulière au design, à la mise en page, aux couleurs, etc., c'est aussi une manière de pitcher. Une présentation PowerPoint peut être un pitch. C'est tout à fait vrai. Il n'y a pas que la vidéo, mais c'est vrai que la vidéo peut créer peut-être plus d'émotions, même si l'utilisation des images peut créer des émotions. Hein. Il y a des experts aujourd'hui. Je pense que Steve Jobs était un des précurseurs dans la manière d'utiliser une idée, une image, une slide, et ça a marqué un peu toute l'industrie. Mais c'est vrai que la vidéo crée un lien aussi peut-être un peu plus fort parce que, voilà, comme on dit, une image vaut 1000 mots et une vidéo vaut 1000 images, globalement. Tout à fait. Mais c'est un très bon point. Merci, Philippe. La version, la V2 B2C de Pitchonaire, en fait, on va pouvoir, pour que les gens justement se pratiquent correctement on va dire, sur une présentation, on a mis justement la possibilité qu'ils téléchargent à l'intérieur de Pitchonaire un PowerPoint, alors qui sera peut-être à mettre sous format PDF pour que ce soit plus pratique, mais justement de pouvoir avoir son PDF, son PowerPoint à côté pendant qu'on éventuellement est en train de se pratiquer sur comment on va articuler la présentation, d'où le point qui est très intéressant sur le fait qu'à la fois la présentation visuelle que les gens verront derrière nous sur un PowerPoint sera importante, mais que du coup, ce qu'on va dire verbalement sur chaque slide soit tout aussi percutant et que du coup, avec les deux ensemble, on ait une présentation très forte. Donc, super, bon point. Je pourrais terminer une dernière chose, là, un sujet par slide. Souvent, on met beaucoup d'informations, mais ça peut être pertinent dans le sujet de la slide. Et je fais souvent ça, de dire qu'on fait un clic pour un élément, puis ensuite le deuxième apparaît, ensuite le troisième, pour permettre juste à se concentrer sur la partie pertinente. Donc, le PDF, par contre, ça serait beaucoup de pages à faire chaque clic de cette façon-là. Mais en tout cas, selon les contraintes technologiques, il faut savoir s'adapter. Mais il y a moyen de faire des petits bijoux quand même visuels. Exactement. Exactement. Tout à fait. Bien, merci encore une fois à tout le monde et surtout une très belle fin de journée.